Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de l'entretien inspirant. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Elisa Marceau, mais je vais la laisser se présenter puisqu'elle le fera beaucoup mieux que moi. Bonjour Elisa. Bonjour. Alors déjà, à chaque fois qu'on commence un entretien, c'est tense. Parce qu'on ne sait pas trop quoi dire. Et déjà, me présenter, c'est encore plus compliqué. Mais je vais essayer. Parler de soi-même, c'est quelque chose de très difficile. Alors, moi, je m'appelle vraiment Elisa Maria Lemos de Souza Paz. Ça, c'est mon vrai nom de célibataire, de femme, de personne. Ça m'arrange que vous soyez mariée avec Monsieur Marceau, c'est plus facile à prononcer pour moi. Exactement. Et donc, aujourd'hui, c'est Elisa Maria Lemos Marceau, Paz Marceau, je ne sais même plus. Donc, la raison de ça, c'est parce que je suis brésilienne, d'origine, née au Brésil. J'ai vécu au Brésil pendant 42 ans, dans une ville, pour ceux qui ne connaissent pas le Brésil, au moins pour ceux qui connaissent le foot, c'est où le Brésil a perdu le foot de 7-1 pendant la Coupe du Monde, qui s'appelle Belo Horizonte, que ça veut dire Beau Horizon. Et donc, je suis née là-bas, je suis chirurgien dentiste à la base. J'ai 4 enfants et 7 petits-enfants. Et je suis venue en France pour, dans un premier temps, c'était pour faire des études de doctorat qui rien à se passer comme ça. Je divorce, il y a plein de choses qui se passent. Et au Brésil, en tant que dentiste, j'avais déjà à ce moment-là une formation en naturopathe qui n'existait même pas exactement comme ça au Brésil, mais que je travaillais dans une clinique de prévention. J'étais la propriétaire de la clinique de prévention de buccale. Et donc, cette notion de prévention, elle était toujours avec moi. Ce n'était pas une vraie prévention parce que je regardais à ce moment-là beaucoup l'alimentation et la bouche, on va dire comme ça. Ouais. Et donc, je suis venue ici, tout passe très mal. Et donc, en train de me chercher, j'ai fait 2 ans d'ostéopathie ici en France parce que je me suis rendu compte, j'ai dit aux gens, hein, j'ai eu 3 noms. Le premier nom, c'est que je me suis présentée comme dentiste et la France m'a dit, ah non, vous ne pouvez pas exercer en tant que dentiste. Ah bon? Ah non, vous ne pouvez pas. Il va falloir faire la première année de médecine. J'avais 20 ans d'expérience en tant que dentiste et j'étais une excellente dentiste et je ne pouvais pas accepter de recommencer la première année de médecine. Non, Ah, je c'est pas comprends, c'est possible. horrible. Là, c'était un deuil, quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps pour comprendre, pour accepter. C'est comme si quelqu'un de ma famille a été décédé, vraiment. Après, j'ai commencé à... j'ai rencontré mon mari, je vais faire court, hein, parce que sinon vous allez pleurer là, parce que je suis allée au Resto du Cœur en tant que personne qui demande de l'aide, parce que quand je me séparais de mon mari qui était français, les choses sont très mal passées. J'avais les 4 enfants sous ma charge. Je ne parlais pas français. Pour trouver un travail, j'ai essayé de trouver un travail en tant qu'assistante dentaire et j'ai eu de noms partout parce que la personne voyait que je n'étais pas assistante dentaire. Elle disait, c'est bizarre ça. Je disais, non, mais parce qu'en fait, je suis dentiste. Ah non, je ne veux pas un dentiste en train de me regarder toute la journée. Donc, c'était très difficile. Donc, j'ai eu le Resto du Cœur, j'ai travaillé dans les usines, j'ai fait aussi de ménage. Excusez-moi, parce qu'à chaque fois que je parle de ça, l'émotion vient. Mais bon, donc j'ai travaillé, c'est pas que ce travail ne sont pas bien, mais une personne qui a étudié toute sa vie, qui avait un projet et qui du jour au lendemain se voit en train de travailler chez monsieur tel pour faire de repassage que je ne sais même pas repasser, mais bon,
en train de se débrouiller comme ça, jusqu'au moment que ma fille tombe enceinte à 18 ans. Et quand elle a eu cet enfant, je suis allée à l'hôpital, et évidemment, pour qu'elle ait le bébé, et j'ai connu à l'hôpital une autre Brésilienne qui avait un bébé et qui j'ai raconté mon histoire, et elle était mariée à un directeur d'entreprise, d'une grande entreprise. Et donc, elle a dit, Elisa, je vais t'aider. Je vais t'aider, tu veux travailler en quoi? Je dis, bah, n'importe. Donc, elle m'a mis, la pauvre, son mari m'a mis à l'accueil. Mais je ne parle pas bien français. Et elle m'a mis à l'accueil pour répondre au téléphone, comme Ah ouais, en plus au opératrice de téléphone. téléphone. Allô, bonjour. Donc, j'ai mémorisé les phrases, mais je ne comprenais rien. Je vais raconter cette histoire parce qu'elle est très intéressante. Et donc, à ce moment-là, la personne de l'autre côté, un jour, à la force, et il y avait des Anglais qui venaient, et je parle 6 langues, et là-bas, personne parlait anglais. Donc, j'allais à la bascule, parce que c'était une entreprise de pierre, de cailloux, et j'ai commencé à traduire, et les gens, ah ben, elle sait parler anglais alors. Et venait en allemand, je parlais en allemand, et un jour, au téléphone, la personne a dit, je vais vous appeler comment là? Je ne comprenais rien. Et, Monsieur Budu, je ne sais pas quoi, je ne vais pas me sortir. Et donc, est-ce que un tel est là? Je ne comprenais rien. Je disais, il n'est pas là. Je disais toujours, personne n'était là parce que je ne comprenais pas. Jusqu'au moment que j'ai entendu Ferreira. Ferreira. Je dis, Ferreira? Mais Ferreira, c'est Ferreira. Et là, j'ai dit, vous appelez comment? Il a dit, Ferreira. C'est pas Ferreira. Il a dit, pois! La majorité des clients étaient portugais. Portugais, d'accord. Et là, j'ai parlé avec tout le monde. J'ai commencé à parler avec tout le monde. Et il y avait un directeur de cette entreprise qui était français et qui m'a vu parler, tout ça, gesticuler. Il est venu. Bon, cette personne, c'est mon mari aujourd'hui. D'accord. Pour faire court. Et c'est lui qui m'a donné toute l'opportunité de devenir au moins une personne qui avait un petit peu de bonheur. Il m'a donné l'opportunité de me réintégrer à une société parce que j'ai pu, et là, je commence à étudier j'ai essayé de faire, comment ça s'appelle, je ne me rappelle même plus là le truc, à l'université de Rangueil, dans la région que j'habite, Rangueil à Toulouse, de devenir professeur de portugais. Mais il fallait parler français et faire la traduction parfaite. Il m'a beaucoup aidé, mais ça ne marchait pas. Et donc, j'ai commencé à donner des cours d'anglais. Et là, j'ai connu une personne que son mari était ostéopathe. J'ai commencé à donner des cours d'anglais au XOF de Toulouse. Et là, j'ai proposé au XOF de faire la formation continue en tant que dentiste d'ostéopathie. D'accord. Et j'ai commencé à faire ça jusqu'au moment, la formation était 5 ans. Oui. Je suis rentrée à la première année. À la deuxième année, je trouvais ça trop long. Et donc, je me suis dit, je vais chercher une autre école plus courte à ce moment-là. Je m'excuse auprès des ostéopathes parce que je ne savais pas que vous ne devrez pas et que vous ne pouvez pas devenir ostéopathe en 2 ans. Ce n'est pas possible. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de finesse avec la main, beaucoup de sensibilité, mais je ne savais pas. Donc, je suis allée chercher cette histoire. J'ai trouvé à Vichy. Et à Vichy, le monsieur m'a dit, attendez, vous me dites que vous êtes chirurgien dentiste, envoyez vos documents. Et là, il me dit, Madame Marceau, vous ne pouvez pas faire une formation continue. Je dis, pardon, j'avais déjà fait 2 ans. Mais comment ça? Non, parce que vous n'êtes pas reconnu. Vous n'avez pas un cabinet en France. Je suis reconnue en France pour faire les études supérieures parce que je suis dentiste. Mais je ne peux pas avoir un cabinet. Et si je ne peux pas avoir un cabinet,
là, c'était un autre nom. Vous ne pouvez pas devenir ostéopathe. Et donc, là, je décide, ma mère, à ce moment-là, qui était vivante, elle n'est plus, elle me dit, Elisa, vous avez un diplôme, tu as un diplôme de naturopathe. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Bah alors, je vais faire une formation en naturopathie pour voir comment ça se passe. Bon, j'ai fait la formation, j'ai pris mon diplôme, et qu'est-ce que c'est le troisième nom? J'ai appelé tous les médecins et ils me disaient, naturopathe? Ah! Et là, j'ai compris que la naturopathie, c'est comme le charlatanisme. C'est comme si vous étiez un charlatan. Vous êtes personne, personne vous écoute, personne vous respecte. Bah, alors, j'ai commencé à étudier, faire des formations par-ci, par-là, partout. Avec mon diplôme de dentiste, j'ai pu faire un DU en nutrition par l'université de... Ma mémoire, parfois, elle me... au nord de la France. Et comment s'appelle la ville? À Lille? Non, Non. non. Eric! Et donc, j'ai fait CDU en nutrition et métabolisme. J'ai fait plein d'études, plein de formations. J'ai eu l'opportunité de, mon mari m'a financé, d'aller aux États-Unis. J'ai fait des formations et là, j'ai connu la médecine fonctionnelle. Et j'ai commencé dans mon petit cabinet qui était, j'avais un cabinet à Saint-Lys, pas Saint-Lys Paris, Saint-Lys à côté de Toulouse, un village, dans ma maison, ok? Et c'était loué cette maison. Et le propriétaire a dit, un jour, il a dit, non, on ne veut plus que vous ne pouvez pas avoir un cabinet dans votre maison. Bon, donc, mon mari est de Cahors et je cherchais un lieu de travailler qu'il n'y avait pas de naturopathe. À l'époque, il était de Cahors, je suis venue, je constatais qu'il n'y avait pas de naturopathe. Et donc, mon mari, qui travaillait comme directeur à Toulouse, a me suivi jusqu'à Cahors pour venir habiter à Cahors pour que je puisse ouvrir un cabinet. Il est complètement barjot, celui-là. Et donc, je suis venue à Cahors. J'ai commencé à travailler avec un partage avec un cabinet d'un chiropracteur et j'ai commencé à appliquer la nutrition fonctionnelle. Et j'ai décidé en 2014, si vous regardez mon YouTube, c'est écrit depuis 2014. J'avais une connaissance de odontologie, de biochimie très, très forte. Pourquoi? Parce que j'aimais la biochimie. Déjà de 1980, faut pas mentir, 85, que j'ai eu mon diplôme de dentiste. Et pendant toutes ces années-là, il y a des gens qui vont faire, je ne sais pas, de la peinture. Quand j'avais du temps, que j'ai eu beaucoup de temps d'ailleurs, pendant ce parcours de chômage et tout ça, j'ai étudié la biochimie. D'accord, oui, parce que c'est pas la connaissance de base des dentistes quand même. Ce que vous avez comme bagage en biochimie, c'est déjà super pointu, quoi. Et oui, bon, au long des années, ça a commencé. Mais, il faut bien savoir que la nutrition fonctionnelle, la médecine fonctionnelle, qui m'a amené à savoir l'application de la biochimie. Parce que j'étais comme tout le monde. Je connaissais les cycles de Krebs par cœur. Mais à quoi ça sert? Mais je trouvais hyper beau. J'ai commencé à appliquer. Et j'ai commencé à parler dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas pour qui. Voilà. Et d'un coup, mon petit-fils, qui aujourd'hui, la semaine dernière, a fait 18 ans, à ce moment-là, il devrait avoir 9 ans, il me dit, mamie, vous avez vu votre YouTube? Non. Parce que
il y a 2000 personnes qui vous suivent. C'est beaucoup ça. À l'époque, pour biochimie, ce n'était pas rien. C'est sûr. Ah, d'accord, mais je ne savais pas quoi faire avec ça. OK. Alors, j'ai commencé à aller, non. En tant que naturopathe, vous savez on a des formations de labo, plusieurs labos, et le labo va essayer de nous vendre leurs nutriments, n'est-ce pas? On va suivre un labo, on va à Paris faire des cours, et j'allais à tous les cours, et un jour, je ne vais pas dire de nom parce que je ne veux pas déjà blesser personne, je ne suis pas dans le débat sociétal de médecins et tout ça. J'adore les médecins, et je n'ai rien contre les personnes qui m'ont aidé dans le labo, donc je ne veux pas créer de problèmes et ni de faire de propagande de labo. Donc, ceux qui me connaissent savent quel est le labo, mais ce n'est pas grave. Donc, je suis allée à un de ces formations, et il y a toujours un responsable formation qui visite les naturopathes pour vendre leurs produits, etc., et d'inviter pour cette formation-là. Donc, j'ai dit au responsable, que c'était un responsable régional de toute la région sud-ouest, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez regarder mes vidéos dans YouTube? Et il a dit, bah, pourquoi faire? Parce que je veux donner des formations pour votre labo. Et il a rigolé. Il a dit, il n'y a que des médecins, ma chérie, ici. Il n'y a pas de naturopathe. Il fait, non, mais je suis chirurgien dentiste. Mais non, mais non. Bon, je lui ai dit 3 fois, il n'a jamais regardé. Après, je suis allée à un autre et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez regarder Et là, c'était un niveau encore au-dessus du premier labo. Et j'étais fascinée par les gens qui parlaient, le médecin qui parlait. Il y avait quelques-uns qui parlaient de nutrition pas fonctionnelle, mais intégrative, qui me parlaient beaucoup. Je remarquais que mes collègues, qu'est-ce que j'avais comme collègues? J'avais dans ce labo-là, en tant qu'élève du labo, j'avais médecin, j'avais chiropracteur, ostéopathe, naturopathe, coach sportif, j'avais de tout. Et je voyais leur niveau de biochimie et qu'ils ne comprenaient rien. Et même les personnes qui parlaient parfois. Non, trop compliqué. Ils parlaient trop compliqué. Quand biochimie, c'est quelque chose de très simple. Si vous commencez à embrouiller, c'est parce que vous ne savez pas. Et j'ai posé des questions que les gens disaient, c'est pas le moment cette question, madame. Bon, c'est pas le moment parce que c'est pas répondre. On a compris, ouais. Voilà. Donc, mais c'est pas grave. Et je commençais à voir la souffrance de mes collègues qui comprenaient pas. Les naturopathes, moi, j'avais beaucoup de clients. Beaucoup, mais je savais pas pourquoi j'avais autant de clients. J'ai commencé à pas avoir de place pour mettre les gens. Et ma consultation à ce moment-là était à Cahors, de 70 € à l'époque. Beaucoup plus cher que tout le monde. Parce que j'ai fait le compte, j'ai dépensé 1 heure avec une personne. Je ne pouvais pas faire moins cher. Et donc, et là, je travaille, et papa, et pipipi. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que dans ma formation de naturopathe, vous me coupez si je parle trop. Non, mais ça va, c'est intéressant. Dans ma formation de naturopathe, j'ai donné des cours dans ma formation de naturopathie. D'accord. Parce que le prof, il a dit, Elisa, elle connaît ça mieux. Venez, Elisa. Elle va... Et pour m'en sortir, quand j'ai vu qu'il ne fallait, que je n'étais pas respectée en tant que naturopathe, j'ai commencé une formation de diététicienne. Et j'ai fait toute la formation de diététicienne et j'ai fait toute la formation de diététicienne en tant qu'on est obligé d'aller à l'hôpital, de faire comment ça s'appelle? Des stages. Des stages. J'ai fait tous les stages et j'ai fait les stages à l'hôpital de Cahors. 3 fois, de 2 mois, 3 mois, elles étaient hyper gentilles avec moi, mais j'ai compris la fonction de la diététicienne. Et là, j'ai dit, non, je ne veux pas faire ça. Et donc, je n'ai pas
continué, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Mhm. Et j'ai vu aussi que la connaissance de la diététicienne, je ne fais pas de critique, mais elle était très limitée. Et j'ai vu que la connaissance du médecin était encore plus limitée en termes de « Ah, il a un problème de stéatose hépatique, on enlève le gras. » Allez, plus de... Et là, je disais « Mais pourquoi ?»« Ah, madame, parce que c'est comme ça. » Les diabétiques, dans l'hôpital, matin, je voudrais de la confiture. Ah, monsieur, confiture, oui, bon, un petit peu, c'est pas grave. Du pain blanc, du riz blanc. J'ai commencé, ça a commencé à me déranger. Mhm. J'ai travaillé aussi au Resto du Cœur à ce moment-là pour remercier le Resto du Cœur quand je faisais le Resto du Cœur en tant que besoin. Mhm. Donc, je me suis dit, je vais aider le Resto du Cœur, je vais travailler à Cahors. Mhm. Je suis allée. Coca, Oh n'importe non. quoi. Et donc, j'ai dit, et elle m'a mis dans la distribution de Coca. Oh non, pitié. Et là, la personne venait obèse, je disais, ça c'est un Coca. Vous êtes sûr que vous voulez boire ça? Et je commençais à expliquer qu'il ne fallait pas boire du Coca, soit de l'eau. Et alors, elle m'a dit, Elisa, vous sortez là parce que les gens ont faim, Elisa. Ont faim, vous ne comprenez pas ça. Oui, je sais, mais pas Coca. Ben, je vais vous mettre dans les fruits et légumes. Et ils m'ont mis dans les légumes. Et la dame, parce que le Resto du Cœur, il a double fonction. Il a la fonction pour ceux qui viennent, mais il a une fonction aussi pour ceux qui sont là. Ce sont des dames seules, de messieurs seuls, qui s'occupent des autres et qui voient un sens de leur vie. Et donc, si vous allez au Resto du Cœur pour modifier quoi que ce soit, pour enlever la personne de son poste, vous n'êtes plus la bienvenue. Et j'étais expulsée du Resto du Cœur. Parce que la dame a dit, vous voulez tout chambouler, les gens ont faim. Bon, voilà. Ouais, c'est malheureux, mais je pense qu'il y a quand même une espèce de fracture sociale, pour reprendre une expression qui est connue depuis longtemps, mais au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire que moins on a de moyens et moins on mange bien, quoi. Exactement. Et donc, en revenant à mon histoire, j'ai dit au responsable du laboratoire, de ce laboratoire-là, d'aller regarder YouTube. Un jour après, 4, 5 mois, il a regardé. À chaque fois que j'allais à une formation, je disais, vous avez regardé? Il a dit, Elisa, oui. On commence quand? Hein? Et comme ça, j'ai commencé des formations en nutrition par fonction. Je ne pouvais pas, là c'est le problème, il fallait vendre les produits du labo. OK? Mais je lui ai dit que je n'étais pas une vendeuse et que je n'allais pas faire propagande de produits comme ça. J'allais donner mon cours biochimie appliquée avec des piliers que j'appelais SOGI, qui est le stress oxydatif, l'inflammation, la glycation. Et à partir de ce SOGI, j'avais toute la possibilité de monter un cours à l'année. Parce qu'avec les succès que j'ai eus, évidemment, j'ai fait une première fois, j'ai fait une deuxième fois, une troisième fois, ça venait de plus en plus de personnes. C'était que pour Toulouse. Après, j'ai fait toute la France. J'ai fait Paris. J'ai fait tout partout. Et j'ai commencé à vraiment connaître les professionnels de santé, les coachs sportifs, leurs douleurs, leurs blocages, qu'est-ce qui n'allait pas. Jusqu'au jour que le laboratoire a changé de propriétaire. Et j'avais une présentation, et ça c'est bien marqué, le 7 novembre à Paris, sur un sujet qui était le 12 ménopause, parce qu'on a 12 types de ménopause à peu près. Et je faisais tout, hein, toute la France, mais vraiment du sud. Et ils m'ont dit, à partir d'aujourd'hui, Elisa,
le laboratoire a changé, vous ne pouvez pas avoir votre propre matériel, vous allez suivre le matériel de quelqu'un d'autre. Ah. Et là, j'ai dit, on arrête. C'est pas la même chose. Ouais. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai gagné hyper bien ma vie. Au niveau, parce que déjà, en étant connue du labo, mon prix de consultation a augmenté. J'avais des listes d'attente. Le labo lui-même me payait hyper bien. Tout va bien. Le labo me payait vraiment bien. J'ai voyagé partout. J'ai dit, et il a dit, bon, mais comment ça vous arrêtez? Je ne fais même pas novembre. Et donc, j'ai laissé, je ne sais pas combien de personnes, parce que la formation coûtait quand même 300 € pour la personne. Ouais. Pour partir de la ville où elle était en France, pour aller à Paris, pour faire ma formation de week-end. Et ils étaient obligés de redonner l'argent à tout le monde. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris contact, parce que quand j'allais à chaque formation, je disais, ceux qui veulent me laisser leur email, laissez. Et donc, j'avais pas mal de professionnels de santé, à peu près 400, qui m'ont laissé leur email. Donc, je leur envoyais un email que pour dire pourquoi je partais et leur dire que j'allais leur proposer un webinaire le 12 décembre, parce que le truc était en novembre, le 12 décembre, et pour ceux qui avaient payé, qui voulaient venir, pouvaient venir. Et j'ai commencé on va dire la conception de l'Académie Marceau comme ça. D'accord. Ouais, c'est excellent. Comme ça. Ce besoin de transmettre, en fait, vous l'aviez en vous depuis le départ, quoi. Quand vous avez fait la première vidéo YouTube, il y avait ce besoin de partager. Ah oui, parce qu'au Brésil, j'étais déjà prof. D'accord. Ça fait des années que je suis prof. Mais l'académie, c'était plutôt, on peut parler de mission en ce moment, c'est que je ressentis qu'en train de travailler, comme j'ai essayé, quand j'ai ouvert l'académie dans un premier temps, elle avait que de sciences fondamentales, comme elle a toujours. Bon, la biochimie, tout ce qu'un professionnel de santé a besoin pour devenir ce que j'appelle aujourd'hui un professionnel de santé diamant. Okay? Donc, il n'y avait que la base. Donc, ça avait, en train de leur montrer comment appliquer cette base, mais pas dans la nutrition fonctionnelle comme ça. Ça, je voudrais comprendre pourquoi j'ai eu le succès. Je ne savais pas. Donc, j'ai commencé à partir de l'expérience des élèves que j'ai pu côtoyer, de leurs douleurs, de leurs blocages, de leurs désirs, de leurs difficultés, parfois de finances, de la difficulté du médecin d'implémenter. C'est pour ça que je n'aime pas qu'on parle mal de médecins, parce que les médecins, ils ont une super difficulté de travailler avec la nutrition fonctionnelle, parce que personne ne veut leur payer. Ils veulent tout gratuit. C'est ça. Ils veulent que la personne, je suis médecin, je reste 1 heure avec la personne et elle me paye rien parce que déjà elle a l'assurance maladie ou sinon 20 €. Voilà, c'est pas possible. Parce que un médecin de ville, il travaille, excusez-moi, je vais utiliser une expression très forte, comme un con. Et tout le monde dit, ah, ils ont que 15 minutes. Oui, parce qu'ils ont 15 minutes, parce qu'il faut quand même manger. 50% de leur revenu va au fisc. Et ne me dites pas, non, vous ne savez pas. Je le sais très bien, je côtoyais. J'ai des élèves aujourd'hui médecins, j'ai eu des élèves médecins, j'ai des collègues proches qui sont médecins et j'ai fait la formation à Rennes de mon DU, que la seule personne qui n'était pas médecin, c'était moi et une autre qui était un ex-chirurgien dentiste. Le reste, c'était tous médecins. Ils avaient du mal d'appliquer leur connaissance parce que personne ne veut écouter un médecin qui demande de l'argent. D'accord? Et donc, tout ce douleur, tout ce travail, en tant que mission, j'ai vu que mon cabinet, je n'allais rien changer dans le monde. Rien. C'est même pas une goutte dans l'océan. Donc, j'ai décidé de montrer
aux professionnels de santé comment appliquer la nutrition fonctionnelle de A à Z pour transformer leur vie et celle de leurs patients ou clients. Ouais. C'est à partir de là que cette phrase que je suis en train de dire qu'elle est construite aujourd'hui, ok, évidemment, je n'ai pas construit ça comme ça, Ouais. qu'elle est venue de mon esprit. Parce que ma mission, c'est de prendre le plus possible de professionnels pour qu'eux puissent montrer comment cette médecine fonctionnelle, que je vais dire la différence entre médecine fonctionnelle et nutrition fonctionnelle maintenant, peut aider les gens dans leur détresse. Alors, la différence de la médecine fonctionnelle et de la nutrition fonctionnelle, je n'ai pas expliqué encore la nutrition fonctionnelle, mais elle est très simple. Si vous imaginez un arbre, ok? Un arbre, elle a des racines, elle a les troncs et elle a les feuilles, ok? Et les fruits. Parfois, ce fruit et parfois non. En tant qu'arbre, les fruits et les feuilles vont arriver parce qu'il y a la racine qui prend les nutriments du sol. Sinon, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fruits. Qu'est-ce que c'est la racine? La racine, c'est votre mode de vie. La racine, c'est votre alimentation, c'est votre sommeil, c'est votre hydratation, c'est votre activité physique, c'est vos choix personnels que j'appelle le modifiable. Pourquoi modifiable, Elisa? Ben parce que vous pouvez modifier quand vous voulez. Et c'est à partir de cette racine, évidemment, que dans cette racine, il y a ce facteur qu'on appelle modifiable et qui, dans un langage un peu soutenu, s'appelle épigénétique. Ça veut dire tout ce qui est au-dessus de la génétique. C'est pour ça que ça s'appelle épigénétique. Mais il y a la génétique. Mais la génétique, et là je vais rentrer un peu dans les études, elle va contribuer si, et seulement si, vous n'avez pas une épigénétique qui fait face à votre génétique. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que ma maman, et là je dis la vérité, ma maman a eu un cancer de côlon. Ma grand-mère a eu un cancer de côlon paternel. Du côté maternel, ma grand-mère a eu un cancer de sang qui, aujourd'hui, elle est décédée, j'avais 10 ans, je pense que c'était aussi un cancer de côlon. D'accord. Donc, Elisa va avoir un cancer de côlon, c'est sûr. Le problème, c'est qu'en sachant ça, et je ne vais pas vous dire que je n'aurai pas, mais je vais faire de mon mieux avec mes modifiables pour que ça n'arrive pas. Et là, ce n'est pas faire attention à mon alimentation. Ce n'est pas faites attention. Ah non, ça va au-delà de ça. C'est bien plus complet, oui. Ça va être suivre à vie une alimentation que selon la connaissance d'aujourd'hui, parce que la science, elle est éphémère. Ce que je vous dis là aujourd'hui et que je vais proposer de vous donner quelques conseils à la fin, elle est éphémère. Elisa m'a dit ça quand? Peut-être je ne dirais plus. Peut-être c'est une connerie. Comme par exemple, il faut manger comme un pauvre le matin, comme un prince à je ne sais pas quelle heure, comme un roi le matin, un prince à midi et un pauvre au soir. Tout faux. Ça a changé. Ça a changé. La faute est absolument, tout est la faute du gluten et du lait. Ça a changé. Il y en a plein de croyances, plein de choses. Et donc, en parlant de notre arbre, cette racine va avoir un tronc. Les troncs sont les signes et symptômes par rapport à cette racine qui est mon choix de vie. Donc, le tronc, c'est j'ai maux de tête, j'ai sinusite, que signes et symptômes. Maux de tête, sinusite, douleur articulaire, je observe que je prends du poids
plutôt, et là je parle aux femmes ménopausées, avant, j'arrêtais de manger, je perdais du poids. Perdre du poids, c'est bien. Pas toujours. Parce qu'une femme ménopausée, elle perd du poids, mais elle perd du muscle aussi. Donc, il faut faire attention à cette expression perd du poids. Mais bon, je savais que quand j'avais 30 ans, je mangeais beaucoup et d'un coup, j'arrêtais de manger. Plus maintenant. Je vois, par exemple, que mes cheveux, il y a plus de rides et entends de parler des signes et symptômes. Douleur au genou, douleur au pied, douleur dans les articulations, douleur un peu partout, ballonnement, gaz. Si vous avez, vous qui m'écoutez là, un signe ou un symptôme qui n'est pas du confort, que vous avez dit, non, mais je m'habitue, ce n'est pas normal. On est des êtres humains, on n'est pas censé à subir de douleur. La douleur, elle est une défense du corps. Elle vient pour nous dire exactement, oh, Cécile, ça va pas. Votre truc là de c'est un péché mignon. J'ai fait attention, ça va pas votre truc là. Arrêtez. Et donc, ça, c'est le tronc. Après, vis-à-vis de parce que je peux avoir aussi signes et symptômes, j'ai rien. On est d'accord. Mais on va prendre le contraire de cet arbre. Ça veut dire, je suis sédentaire. Et là, qu'est-ce que ça veut dire être sédentaire? Parce que si Elisa passe, que c'est la vérité, énormément de temps devant un ordinateur, et si elle va à la salle de sport 1 heure, elle est sédentaire. C'est terrible. Elle est sédentaire. Pourquoi, Elisa? Parce que 1 heure sur 24 heures, c'est rien. Et les gens disent, je fais tous les jours 1 heure, et la personne tombe malade, perd. Moi inclus. Il faut bien que vous sachiez que je suis un être humain comme vous. Cheveux blancs, rides, comme vous. Envie de manger tiramisu, j'adore. Comme vous. Et avec ce couteau sur ma tête qui est le cancer. Et d'autres couteaux. C'est pas que ça, n'est-ce pas? Je suis comme vous. Je connais les difficultés. Je connais les difficultés en tant qu'être humain. Je déteste quand je vois, et ça, c'est une critique, 2 personnes qui sont ici à ma place, qui vont parler de santé avec un bide comme ça. Il ne peut même pas respirer. Monsieur, avant de donner des conseils aux gens, vous faites quoi là? Comme il y a des médecins qui fument. Ça, c'est pour montrer qu'effectivement, on est tous pareils. Aucune différence. Vous voyez des médecins qui fument. Vous voyez des personnes qui vont à la télé en train de parler de perte de poids et ils sont en surpoids. Ouais. OK. Et surpoids, OK, ne venez pas avec « Ah non, c'est parce qu'elle a hypothyroïdie. » Hypothyroïdie et surpoids, vrai, ça augmente quoi? 1 kilo? Très peu. Okay. C'est parce que le mode de vie de la personne ne va pas. Et donc, oui. Je voulais souligner ça, que c'était super important. Merci de le dire et d'insister là-dessus. On a le choix. On a le choix. Et se cacher derrière une hérédité en disant « Ouais, mais moi, de toute façon, je sais que je vais finir comme ça », exactement. c'est pas une excuse. On peut toujours contrôler plein de facteurs et faire en sorte de mettre toutes les chances de son côté pour que ça aille bien. Mais c'est pas facile. Ah ben ça, j'ai jamais dit que c'était facile, c'est sûr. Comprendre qu'il me faut 2 litres d'eau par jour, même une personne qui n'a même pas fait le basique des études, elle comprend. Elle va le faire. On oublie, on n'a pas envie. Vous allez faire pipi tout le temps. Chiant. On dit la vérité. Okay. Ça ne sert à rien de parler. Le Covid. Le Covid, qu'est-ce que c'est le Covid? On va vacciner, on ne va pas vacciner. On va vacciner, on ne va pas. Ce n'est pas ça le sujet du Covid. Le sujet du Covid est
On a des comorbidités, on n'a pas de comorbidités. Peut-être vous êtes en train de me dire, Elisa, c'est quoi comorbidité? Comorbidité, ma chère personne, ça veut dire, vous êtes en surpoids, comorbidité. Vous êtes obèse, comorbidité. Vous avez cancer, comorbidité. Vous avez la maladie de, elle a un nom, comorbidité. Vous êtes prédiabétique, comorbidité. Diabétique, comorbidité. Vous avez un problème héréditaire de faiblesse musculaire, comorbidité. Les gens, c'est une question d'immunité. Ouais. Et donc, la question est comment améliorer l'immunité de la population? Ça, on ne parle pas. On ne parle pas. On parle vaccin, pas vaccin. Vaccin, pas vaccin. Il y aura d'autres. Il y aura d'autres virus. Il y aura d'autres bactéries. Est-ce que vous avez déjà compris? Parce que l'histoire nous montre ça. Il y a eu la lèpre. Il y a plein de bactéries, de virus là. Et donc, si vous n'avez pas une puissance au niveau immunitaire, il ne faut pas avoir trop non plus, hein, parce que là, on va rentrer dans les maladies auto-immunes. Ouais. Vous allez passer par la trappe. C'est quoi ça? Mourir. C'est ça. Ah, Elisa, oui, mais on va tous mourir. Ah, là, s'il y a une vérité absolue, c'est celle-là. C'est bien celle-là, ouais, c'est sûr. C'est bien celle-là. Alors, Elisa va mourir. Donc, je vais consciemment faire ma partie. Qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez traverser la rue, une voiture passe, boum. Vous pouvez avoir un cancer, boum. Mais consciemment, je fais tout pour ne pas l'avoir. Et point. Pour ne pas avoir à passer je ne sais pas combien de temps dans un hôpital avec un truc en train de faire pic, pic. Et les gens vont m'apporter du chocolat, et les gens vont m'apporter leur amour. Je ne veux pas cet amour. Je veux éteindre. Il y aura un jour. Évidemment. Peut-être avec même un peu de douleur. Je ne sais pas, peut-être ça fait partie de notre histoire de vie qu'il faut passer par ça. Je ne sais rien. Mais je ne rentre pas dans les religions, je ne rentre pas dans ça. Chacun fait son choix. Mais ne viens pas me dire qu'une personne qui est en état d'obésité avec un diabète, elle n'a pas de chance. Ce n'est pas bien cette histoire-là. Alors, cette histoire, et je vais revenir à mon arbre, on va partir d'une personne qui a une vie sédentaire, qui mange mal, qui fait tout mal, qui vient de parents qui ont déjà un historique de diabète ou de je ne sais pas quoi. Elle a tous les symptômes au monde. Qu'est-ce qu'elle aura comme fruit? Comme fruit. Et tout ça pour expliquer la médecine fonctionnelle et la nutrition fonctionnelle. Qu'est-ce qu'elle aura comme fruit? Un cancer, un diabète, un arrêt cardiaque, je ne sais pas, une maladie au poumon, une BPCO, une stéatose hépatique, je n'en sais rien. C'est le fruit. C'est le fruit de son travail. Et qui va s'occuper de ça? La médecine fonctionnelle. La médecine fonctionnelle, elle va jusqu'au fruit. Pourquoi? Parce qu'il y a la chirurgie, il y a le médicament, il y a des choses qui vont essayer d'améliorer le dégât. Et la nutrition fonctionnelle, elle va jusqu'au moment qu'il n'y a pas, et même s'il y en a, mais c'est jusqu'au moment des signes et symptômes, et même quand il y a l'étiquette, mais sans médicaments. On ne peut pas, et heureusement, imaginer si tout le monde pourrait donner et prescrire des médicaments. Il y a déjà assez de mal de fait que ce qu'on peut se procurer tout seul. Je suis contente qu'il n'y a que les médecins qui peuvent faire ça. C'est déjà super. Et aujourd'hui, il manque de médecins. Ah, ça me va, ça me va. Parce que le médicament, je vais dire à vous, dans la population, le médicament, il va soit bloquer une enzyme, soit bloquer une enzyme, c'est une protéine, qui va empêcher une cascade physiologique de votre corps, soit elle va bloquer un canal, qui est aussi protéine qui va bloquer de protéines. Sauf que ce médicament, comme c'est une enzyme, je vais faire un exemple,
Ici, c'est le médicament, la forme du médicament. OK? Ici, c'est la forme du récepteur enzymatique. Donc, ça veut dire qu'il y a une enzyme qui va venir et qui va faire ça, normalement. Mais le problème, c'est que je veux bloquer ça. Je ne veux plus ça. Je vais utiliser un bêta-bloquant pour bloquer. Pourquoi? Parce que le cœur est en train de s'emballer trop, par exemple. Donc, je vais bloquer. Donc, je ne veux plus que cette enzyme. Donc, je prends un médicament qui bloque ce récepteur-là. Comme ça, quand l'enzyme va venir, elle ne peut pas faire sa fonction. Problème, c'est que cet bloqueur, il n'est pas exactement la forme de ce récepteur. Il bloque un peu comme ça, voilà. Donc, ce bloqueur pourra aussi être utile pour bloquer d'autres récepteurs dans le corps. Et même le même récepteur qui ne sont pas au cœur, c'est le même. Ils sont ailleurs. Ils sont, par exemple, au niveau du rein, au niveau de l'intestin. Et donc, la personne va commencer à voir quoi? Les fameux ressentis. J'ai pris ce médicament et j'ai un peu mal à l'estomac. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va vous donner quelque chose, un autre truc pour bloquer ce récepteur au niveau du stomac, qui va entraîner un problème au niveau de l'intestin. Donc, à la fin, vous trouvez avec une poche de médicaments et vous ne les sentez pas bien. Et là, c'est l'escalade. Quand je dis pour la fin, c'est une fin triste. À l'hôpital, difficile, vous ne reconnaissez plus vos enfants, vous ne reconnaissez plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut éviter le médicament. Elisa, vous êtes contre le médicament? Absolument pas. Ma mère, elle est décédée d'un cancer du côlon. Et là, vous allez dire, Elisa, votre mère est décédée d'un cancer du côlon et vous avez la nutrition fonctionnelle. Oui, elle mangeait du sucre à la folie. Je me mettais à genoux. Quand elle a su qu'elle avait un cancer, c'était un cancer terminal. Elle est décédée en 3 mois et à ce moment-là, elle a dit, j'arrête le sucre. C'était trop tard. Voilà. Et je ne peux pas faire du miracle. Parce que la responsabilité, vous là qui m'écoutez, elle est votre responsabilité. Le médecin, il va vous accompagner jusqu'à la mort. Il ne va pas vous faire sortir de l'affaire. Si vous avez mal au genou, il va vous donner un médicament pour le genou. Si vous avez maintenant mal au cœur, il va vous donner un médicament pour le cœur. Si vous avez un problème au niveau de votre glycémie, mais elle n'est pas encore, selon les études du médecin, suffisante pour vous donner un médicament, il va attendre jusqu'au moment qu'il... Ce n'est pas par méchanceté. Il a été formé comme ça. Lui, il est là pour donner un médicament à partir d'une maladie. S'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de médicament. S'il y a une maladie qu'il connaît, il donne le médicament. Et s'il n'y a pas médicament, une maladie qu'il connaît, vous allez dans tous les spécialistes au monde jusqu'au moment qu'on met une étiquette. Ça, c'est le fruit là de l'arbre. Donc, la médecine fonctionnelle, le médecin fonctionnel, il descend de là-haut, il va en bas de la racine et il va commencer par la racine. Et il va donner un médicament si, seulement si, il n'y a rien d'autre à faire. Et la médecine fonctionnelle, elle est spécialisée en maladies chroniques, pas en maladies aiguës. Si vous avez un problème aigu, courez tout de suite à l'hôpital. La médecine fonctionnelle ne va rien faire. En revanche, vous avez eu un arrêt cardiaque, qu'est-ce qui se passe? Vous allez au médecin, vous allez à l'hôpital, vous allez avoir tous les médicaments qu'il faut, tous les bêta-bloquants, tous les médicaments qu'il faut, mais il n'y a personne qui va arriver, monsieur tel,
OK, vous avez eu ce arrêt cardiaque. Maintenant, on va comprendre pourquoi. Et on va arrêter tout ce connerie de médicaments. Ah, mais j'ai besoin de médicaments. Non, monsieur. Si vous n'échangez pas votre mode de vie, j'arrête. J'arrête avec vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien de ça. La personne, elle va prendre tout ce médicament à vie et elle va continuer avec son petit gâteau, avec son surpoids. Elle va marcher d'ici jusqu'à la fin. Elle va faire, on va dire, le quartier en allant très doucement et en train de dire bonjour, madame. Oh, vous êtes revenu, monsieur tel. Eh oui, ah, et alors, vous êtes à l'hôpital. Ah oui, j'ai beaucoup souffert. Mais il n'y a rien qui a changé. Aucune prise de conscience, mon Dieu. Voilà. Ça me fait penser à des choses que je dis souvent à mes clients. Je dis, on a de la chance d'avoir un système qui s'appelle la sécurité sociale, ça s'appelle aussi l'assurance maladie. Donc ça vous prend en charge quand vous êtes malade. Tout ce qui se passe avant, pour ne pas être malade, c'est votre propre responsabilité. Parce qu'il n'y a pas l'assurance santé. Non. Il y a l'assurance maladie. Assurance santé, on ne connaît pas ici. Hein. Au niveau dentaire, au niveau buccal, je ne parle même pas. Je ne parle même pas. Et là, je peux critiquer parce que je suis dentiste. Vous allez chez le dentiste, vous dites, j'ai mal là. Il regarde cette dent, il la répare, il dit au revoir, bonne journée. Oh? Pardon? C'est où l'alimentation? C'est où, pourquoi la personne a autant de caries? Pourquoi elle a cette maladie parodontale? Comment va l'intestin? Le dentiste voit que la personne est obèse, il ne dit rien. Il dit rien. Il est un professionnel de santé. Si vous, professionnel de santé, vous m'écoutez, coach sportif, vous êtes un professionnel de santé. Arrêtez de vous diminuer. Le problème, coach sportif, où est votre connaissance? Si elle est celle que je vois, ça veut dire, vous faites 2 fois ça, vous faites 4 fois ça, ça ne sert à rien tout ça. Je veux comprendre, il faut comprendre qu'est-ce que c'est tous les systèmes du corps. Et voilà la nutrition fonctionnelle. La nutrition fonctionnelle, elle a deux principes. Premier principe, individualité biochimique. Chaque personne fonctionne, si vous voulez ou pas. Ah, mais ça devient trop compliqué. Oui. Ça devient plus cher. Oui. Parce que notre système, il est fait par la masse. Il n'est pas fait, il ne conçoit pas qu'on peut prendre Cécile, mais il y a des systèmes comme en Suède qui font ça. Il y en a, ça existe, c'est possible. Que je prends Cécile, que je prends son historique, que je prends son histoire, mon histoire de mon problème de cancer, que je vais voir quelle est la réponse biochimique vis-à-vis de quoi? Du riz, de l'haricot, de l'activité physique, de l'eau. Donc, il n'y a pas une règle. Boire 2 litres d'eau par jour. Il y a des personnes, déjà, elles font 1,40 m. Comment elles vont boire 2 litres d'eau par jour? Oh Seigneur, ou même 1,50 m. Elle n'arrive pas. Mais ça, c'est dans un contexte. Donc, ça, c'est l'individualité biochimique. Après, vous avez les traitements centrés sur le patient. Et je déteste de dire ça, parce que le naturopathe dit ça, les ostéopathes disent ça, les je ne sais pas qui disent ça. Ah, mais on centre tout sur le patient. Non, parce que centrer sur le patient, c'est de comprendre la liaison entre le foie, les reins, l'intestin, tous les organes du corps, les tuyaux. Quels sont les tuyaux? Ce sont les artères, les veines. C'est hyper complexe, hyper compliqué de comprendre tout ça. D'accord? Et avoir cette notion est compliqué et de centrer sur le patient, c'est sur un point physiologique et psychique. Ça veut dire l'historique du patient. Mais ça, je sais que vous qui êtes de l'autre côté, vous êtes fâchés d'écouter ça. Fâchés. Vous ne pouvez plus. Cette histoire de intégrer, regarder la personne en entière. Donc, je vais parler au naturopathe parce que comme je suis naturopathe, je me sens plus à l'aise. Quand vous, naturopathe, vous donnez une plante pour l'intestin, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous regardez que l'intestin.
Ah, j'ai la sinusite, une plante pour la sinusite. Vous faites exactement ce que fait les médecins avec les plantes. C'est ça. Vous êtes en train de faire la médecine verte. À la place d'une poche de médicaments, mon Dieu, quand le patient vient chez moi, je dis, mais qui vous a donné tout ça? Ça, c'est oméga 3, ça, c'est la plante je ne sais pas quoi, ça, c'est la pilule du matin, ça, c'est... Qui peut vivre en train de prendre autant de pilules? Après, à la décharge des naturopathes ou des médecins, c'est aussi ce que les clients ou patients réclament. C'est la pilule magique, le petit truc qui va marcher sans faire d'effort. Je Mais, pense qu'on induit ça quand même quand on est le patient. Dire: oui, «Moi, je veux le mais, truc où ça me demande pas Cécile, d'effort». tout à fait. Mais Cécile, je regarde mon patient et je vais faire comme si Cécile était ma patiente, dans les yeux, même si c'est par Internet, je dis, Cécile, vous voulez que cette expérience soit une expérience de plus ou vous voulez vraiment que votre douleur d'estomac s'arrête? Mmh Répondez-moi. Parce que si vous voulez faire semblant, je peux. mh. Mmh. Je vous donne ça. Ouais. Ça ne va pas régler votre problème, Cécile. Mmh. Votre problème est beaucoup complexe que ça. Et je compte sur vous pour améliorer tout ça. Il va falloir changer votre façon de voir le plaisir. Et je voudrais prendre ce petit moment pour dire aux personnes qui m'écoutent que vous êtes des personnes très fortes. Vous savez pourquoi? Je ne vous connais pas. Mais nous, les êtres humains, on est capable d'affronter le trafic de la rue, Ouais. de rester des heures sous le soleil. On est capable de faire un travail qui ne nous plaît pas pour s'en sortir. On est capable de travailler dans les usines qui sont chaudes, qu'il y a un chef qui vous traite comme un con, qui vous manque de respect, parce que vous savez qu'il faut passer par là pour faire une vacance, pour acheter quelque chose, pour améliorer la vie de vos enfants. Vous êtes hyper fort, hyper fort. Vous subissez des choses que vous ne rendez même pas compte. Mais il y a une chose que l'être humain est encore en apprentissage. Et cette chose-là, c'est l'alimentation. Je vous explique pourquoi. Parce que l'alimentation, c'est le seul moment immédiat que vous dites, je vais me faire plaisir. Mmh mh. Je mange un hamburger. Je mange une pizza. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas penser à long terme. Ça ne vous intéresse pas. Parce que vous pensez au long terme, le moment que vous réveillez le matin, jusqu'au moment que vous allez dormir. Mmh. Vous pensez à vos enfants, vous pensez à votre futur. Les femmes ménopausées pensent à leur mari, à l'autre qui est divorcé, à sa fille qui est divorcée, à son fils qui n'a plus l'argent, à l'autre qui va venir pour passer quelques jours chez elle, et l'argent qu'elle va dépenser quand la famille vient en entière. Je connais tout ça. Je connais tout ça. Et donc, manger, c'est le moment du plaisir. Et là, malheureusement, mon cher qui est là, ou ma chère, c'est exactement ça qui est en train de vous tuer. Mmh. Parce que vous ne pensez pas à long terme. Pourquoi? Parce que l'alimentation, elle est quelque chose du plaisir et ça vient de l'enfance. De l'enfance, on a plein d'histoires à l'enfance. Par exemple, les parents qui sont absents. Et là, je sais, on met toute la faute sur la mère et sur le père. Quand la personne vient, on se dit, ah ben, votre père n'était pas là, votre père a violé, votre mère a travaillé beaucoup. On arrête ça aussi, cette culpabilité. Le fait est que les parents font leur mieux parfois. Et il faut travailler. Je viens de vous dire, il faut sacrifier. Il faut travailler pour donner à vous, pour donner à manger. Mmh. Et donc, le manger pour une maman, c'est tout ce qu'elle a à vous offrir. Ouais. Donc, elle va au resto du cœur et elle prend tous les chocolats, tous les sucreries qu'il y a, les coca, tout pour donner à son enfant. Mmh. Parce qu'elle ne peut pas être là, elle ne peut pas être présente, elle ne peut pas acheter un cadeau hyper cher ou peut-être le dernier portable.
qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un gâteau. Et ça, c'est une question culturelle. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont été dans un environnement complètement différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui est dans une tribu, la maman indienne, elle va jouer avec son enfant dans la rivière. Parce qu'elle n'a rien à donner, elle n'a pas de chocolat, elle n'a rien. C'est qu'une question de voir les choses différemment. Et donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous avez la force, tout ce qu'il vous faut, les ressources pour sortir de où vous êtes là aujourd'hui en termes de santé. Parce que se réveiller le matin, pour ceux qui se réveillent, il y a ceux qui ne dorment même pas, avec douleur, avec ça, c'est trop quoi. Quand vous vous occupez de votre temple, c'est le corps, je sais que vous en avez marre d'écouter tout ça, et du temple, et je ne sais pas quoi. Le fait est que je ne veux pas essayer de vous convaincre que manger une pizza, manger une glace, manger, je ne sais pas, quelque chose de très palatable comme un tiramisu est mieux que manger une orange. Qui essaye de vous convaincre de ça, c'est vous. Parce que c'est faux. C'est faux. Ah, je prends du plaisir avec mon poisson. Tout à fait. Parce qu'il va falloir changer obligatoirement, avec ou sans plaisir. Le poisson, c'est bon, on va changer aussi notre capacité parce qu'on sait que les personnes qui sont en surpoids important ou dans l'obésité, le goût change. Les goûts, il y a des études qui montrent ça. Les goûts changent. Et donc, elle est attirée parce qu'elle a la gréline de l'estomac, parce qu'elle a des éléments qui vont difficulter la satiété, mais il y a ceux qui vont faciliter, qui est la leptine. Mais si elle est vraiment obèse, elle a résistance à cette leptine. Elle a résistance à pas mal d'hormones comme l'insuline, etc., qu'elle va avoir faim, pas parce qu'elle est feignante, pas parce qu'elle ne veut pas, parce que le corps demande à manger. Le processus d'obésité, il est comme ça. On a, je vais dire des choses à votre public qui vont dire celle-là. La meilleure chose pour l'obésité, c'est pas devenir obèse. Premier point. Vous êtes là, attention. Ah non, mais je suis déjà obèse. L'obésité est une maladie. Donc, la personne est obèse. Elle va perdre du poids. Ah, mais quand elle perd du poids, elle va faire quoi? Le métabolisme va baisser. Évident! Parce que quand on calcule les métabolismes dépendent de la masse corporelle. Si vous perdez du poids, vous perdez de la masse corporelle. Et donc, vous avez moins besoin de nourriture. Le problème, c'est que votre estomac est de cette taille-là. Donc, il va falloir passer par un peu de souffrance. Et attention, vous allez perdre du poids. Après, vous arrivez à un moment qu'on appelle effet plateau. Ce n'est pas vous, c'est tout le monde. Effet plateau. Parce qu'il y a la thermogénèse adaptative qui va au-delà de cette perte métabolique que les personnes vont avoir quand même ces problèmes de diminution vraiment. Quand tu as une diminution vraiment de ce métabolisme, on appelle thermogénèse adaptative, ok? Qui va faire un plateau. Et après, vous pouvez descendre un petit peu plus, mais après, il y a le regain. Il n'existe pas une personne qui était obèse, qui a perdu 30 kilos et qui n'a pas regagné au moins 5. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'elle va faire un déficit calorique. Qu'est-ce que c'est déficit calorique? Je mange, je vais faire simple, 2000 calories. Je suis obèse. Je mange 3000 calories. Mon corps, avec cette obésité, a besoin de 2000. On est d'accord? Mon corps a besoin de 2000. Je mange 3000. Je suis en surplus. Je mange de trop.
Et donc, la première effort, on baisse à 2000. Vous ne perdez rien, vous ne gagnez rien. Et là, vous êtes dans l'expectative. Vous allez, je ne perds pas, mais vous ne gagnez pas non plus, parce que vous êtes égal. Ah, mais elle est ménopausée. Pour l'instant, la règle est générale. Pour l'instant. Après, il n'existe pas, mes enfants, perte de poids sans déficit calorique. N'existe pas. Donc, il va falloir diminuer les calories. Problème, quelles calories? Quelles calories? Ce n'est pas n'importe quel... Ah, je sais, je diminue, je mange plus de gras. De tout ce qui est lipides, de graisse, j'arrête. Vous allez vous trouver dans une problématique énorme. Je ne mange plus du tout de sucre, tout ce qui est glucides, j'arrête. Problème. J'arrête tous les... Parce que l'homme, l'être humain, premièrement, il n'est pas fait comme ça. Deuxièmement, biochimie individualisée. Il y a des choses qui vont passer, il y a des choses qui ne vont pas passer. C'est compliqué, Elisa. Je peux faire moi-même. Si vous êtes obèse, vous avez besoin d'aide. Et de quelqu'un qui va vous aider bien. Parce que ce n'est pas en train de... Qu'est-ce qu'on voit? 5 kilos en 2 semaines. 10 kilos en 4 semaines. La propagande, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Perdez, je ne sais pas combien, en X temps. Le problème, est-ce qu'ils ont dit gagner après, je ne sais pas combien, en X temps? Ça, ça on ne dit jamais dans les magazines. Ça, on ne dit jamais. Et dans la télé aussi, n'est-ce pas? Ils montrent des personnes très connues. Ça, c'est intéressant parce qu'ils montrent des personnes très connues à la télé. Il a une présentatrice qui, elle est une présentatrice de télé. Elle était comme ça. Elle fait la propagande pour une certaine marque elle a perdu du poids. Sauf qu'aujourd'hui, la propagande continue et on voit la présentatrice, elle a pris beaucoup de poids. Elle continue la même propagande. Donc, vous voyez bien c'est très complexe. Il y a la question hormonale, il y a la question intestinale, je vais vous dire quelque chose, il y a une hormone qui s'appelle GLP-1 qui est dans notre intestin, qui va faire cette contrôle, on va dire, de l'appétit, qui va contrôler les hormones, qui part de l'intestin. Il a la gréline qui part de l'estomac. Le corps humain, une fois que vous avez un poids, il a ce qu'on appelle le bon poids. Okay? Et là, il va essayer de rester là. Et donc, il faut que cette perte de poids soit très douce pour que le corps ne voie pas. Pour que vous ne rentrez pas dans une spirale de perte de poids et de regain. Pour ne pas voir ça, il faut que la perte soit douce. Comme est le gain. Personne gagne du poids, 20 kilos, en un mois, en 2 mois. C'est une vie parfois, n'est-ce pas? Et une autre chose, arrêtez aussi je rentre un peu dans le conseil, mais qu'est-ce qu'il faut manger? Tout ce qui n'est pas transformé. Parce que est-ce que vous avez déjà entendu parler qu'une personne dit « je suis obèse parce que j'ai mangé trop de bananes ». Vous connaissez ça? Moi, je ne connais pas. Moi, non. J'ai mangé de oléagineuse. J'ai mangé oléagineuse. Quelle oléagineuse crue? Des tonnes. Et je suis devenue obèse. C'est pas ça. C'est pas ça. Des fruits frais. C'est pas ça. Votre problème sont tout ce qui est les céréales qui a été transformé, et la quantité, évidemment, les pains, et le beurre, tout ça, la main de l'homme a passé. Mais un avocat obèse, trop d'avocats. Donc, ça ne veut pas dire qu'Elisa a pris 3 kilos et je dis, avocat, oléagineuse. Ah non, là, c'est 3 kilos. C'est encore plus compliqué. Il y aura une perte. Pour les femmes ménopausées, de 3 kilos, c'est compliqué. Et d'y rester encore plus. Mais on ne parle pas de ça. Je parle de personnes qui sont malades.
Si vous voulez perdre plus de 8 kilos, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, il faut avoir de la patience, tranquille, et commencer, si vous voulez un conseil, commencez par oublier calories, oublier oublier tout. Vous allez substituer votre soda, votre chocolat à 30%, okay, pour tout ce qui est plus naturel. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. Jus de fruits, horrible pour la glycémie. Horrible pour la glycémie. Jus d'orange, c'est pas bien pour la glycémie de ceux qui ont cette propriété d'être très sensibles à la glycémie. C'est vrai. Mais ma patiente, elle mange du coca. Moi, je vais lui proposer dans un premier temps jus d'orange. À la place du coca, oui. Exactement. Elisa, oui, oui. Ah, je peux mettre ma nourriture dans le micro-ondes. Vous avez 30 kilos et vous êtes préoccupé avec micro-ondes. Mais mettez dans les micro-ondes, mettez où vous voulez. Je m'en fous. C'est pour ça qu'il faut individualiser et pas faire une loi pour tout le monde. Quelle est l'eau que vous buvez? Je m'en fous. Je bois de l'eau que j'achète au soleil avec une boîte plastique, très bien. Mieux que le coca. Et on peut aller plus loin. J'ai des clients qui viennent et qui me disent, Elisa, je suis dans ma transformation, je vais être pointue. Alors, dites-moi les curcuma, les je ne sais pas, comment manger ça, les huiles, pas de lumière, de vidre, un bar, pas un bar. Je regarde la personne. Elle n'est pas en surpoids, hein. Elle est en amélioration de sa santé. Et elle est préoccupée avec les détails. Les naturopathes, j'ai beaucoup de patientes naturopathes. Et donc, elles connaissent tout. Elles viennent avec tous les machins. Parfois, elles sont comme ça. Hein. Ça, elles ne mangent pas. Ça, c'est orthorexique. Ça ne met pas au micro-ondes. Ça, c'est pas. Il y a la planète. Il y a je ne sais pas quoi. Enfin, elles ne mangent rien du tout. Elles sont là dans leur truc. OK. Et je commence mon anamnèse. Et je commence à regarder la bouche. Et j'ai dit, mais vous avez la dent un peu foncée. Ah non, je fume. Oh, on arrête tout. On arrête toutes les conneries. On met le micro, on mange. Ah, mais je voudrais chocolat, manger du chocolat. N'importe. Je préfère le surpoids que la cigarette. Donc, tout est relatif. Il n'y a pas une loi. Alors, il n'y a pas non plus la loi. J'ai un diabète. Je peux devenir insulinodépendant. Il n'y a pas d'autre histoire. On arrête de suite les conneries. Vous n'avez pas le choix. Sinon, vous allez être piqué le reste de votre vie. Il y a des choses qui, malheureusement, la personne est allée au bout de l'arbre. Maintenant, il faut la amener, sortir de ce fruit-là et porter d'autres feuilles, d'autres fruits. Et on peut. Mais il va falloir 3 fois l'effort. Ah ben oui. Ben oui. Les femmes ménopausées qui disent, je ne perds pas du poids, je ne perds pas du poids, je fais... Alors, je leur demande, d'accord, donc vous mangez exactement ça que je vous propose, exactement ça. Vous faites ce que je vous proposais comme activité physique. Vous faites ça à la longue, ça fait 6 mois que vous faites ça et vous gagnez du poids. Et là, il dit, non, je ne fais pas exactement comme ça. Et là, on voit qu'elle mange. Tous les week-ends, elle boit une bouteille de vin. Oui, oui, mais bon, elle va me donner toutes les raisons au monde. On est d'accord. Elle va dire l'activité physique. Ah, et le coach. Ah, j'ai plus de coach. Ah, vous n'avez plus le coach? Non, j'ai décidé de faire moi-même. Ah bon? Et vous faites tous les jours? J'ai décidé quand même de passer à 3 fois par semaine. Donc, vous, femmes ménopausées,
Dès que vous ne faites pas ce que vous savez là qu'il faut faire, ne venez pas me dire qu'il y a un problème hormonal. Parce que ce n'est pas un problème hormonal. C'est parce qu'il y a, avec l'âge, un peu de... On est feignant, on se trouve un peu moche, on se dit, ah, pourquoi je vais faire tout ça? Il y a des femmes qui se sentent très seules, qui ne voient pas le sens de faire ça. Il y en a d'autres qui se font chier avec leur mari, et qui disent, pour être avec ce truc-là, mais tout est possible hein, dans la vie. Hein. On peut larguer un mari et prendre un autre. Hein. Ça fait partie des racines aussi pour moi, hein. C'est de regarder aussi si on est bien dans sa vie, hein. Exactement. Mmh. Quelles sont les personnes toxiques, Mmh. n'est-ce pas? Ouais. J'espère que j'ai répondu pas mal de questions. Bah, oui, c'est génial. Du coup, si je récapitule un petit peu, donc pour les femmes ménopausées, il y a pas de fatalité. Il y a toujours, on n'est pas obligé de prendre du ventre, on n'est pas obligé de se dire: «Ah, c'est impossible de perdre du poids une fois qu'on est ménopausé». Ça, C'est c'est un équilibre absolument un faux. peu c'est un équilibre différent de celui qu'on avait quand on avait 30 ans, mais tout Et, est et possible. c'est possible, je répète, mais ne pensez pas que c'est facile. Mmh mh. C'est facile pour personne. Une fille de 20 ans, quand elle fait son effort, pour elle, c'est difficile aussi, à son Ouais. niveau. Mmh mh. C'est difficile, parce que vivre dans ce monde avec autant d'offres, c'est pas évident, tout simplement. Oui, c'est un effort quotidien, même peut-être de chaque heure, de résister aux tentations de ce qu'on cherche à nous faire manger qui est pas bon pour notre santé, quoi. Alors là, je voudrais faire une observation, parce Allez-y. qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle mindset. Ça veut dire, on va changer notre regard sur l'alimentation et cet aliment-là ne sera plus une tentation. Mmh C'est mh. un travail. Ouais. Quand par exemple, moi et la pizza, mais j'ai aucune envie. Ça me dégoûte le truc gras. Mais ça, c'est un travail Mmh mh. qu'on fait avec soi-même et il y a vraiment des techniques, des choses qu'il faut faire, des techniques en continuité, parce que les gens, techniques de respiration, ils font non, ça va pas marcher. Ah bah non, ah bah non. C'est pas un médicament. Mmh mh. Parce que le médicament, bluf, oupa! C'est ça le problème du médicament. Mais à Ouais. long terme, vous allez payer. Mmh mh. Et l'autre, il est à long terme. Et vous allez payer dans le bon sens. Vous voyez? Mmh. Donc, c'est ne pas à chaque fois avoir une guerre contre soi pour manger. C'est de Mmh. changer votre regard sur les aliments. Ouais. Et ça se commence à l'enfance, à la petite enfance. Mmh mh. C'est donner de la banane, donner une pastèque qui est très jolie. On va jouer avec cette pastèque. On Ouais. va faire du jeu, on va se lambuser, mettre du pastèque partout. Il met du pastèque partout, oui. C'est un jeu. Mmh mh. Il faut que cet enfant intègre ces bons aliments. Et la petite arbre, c'est le brocoli. Pourquoi pas faire une maison avec la petite arbre? Tout ça, malheureusement, on n'est pas formé pour ça. Mmh mh. On est formé pour dire mange, mange tout qui est dans l'assiette. Et de dire, ah, comme tu as bien mangé, je te donne une glace. Ouais. Pourquoi pas la pastèque? Pourquoi pas Mmh. le fruit? Parce que vous n'acceptez pas que ce cadeau de la nature est un cadeau. Parce que Mmh mh. vous n'étiez pas enlevé comme ça. Ouais. Donc, c'est compliqué Mmh. d'aller contre tout ce que vous avez cru, quoi. Ouais. Je comprends parce que je suis là-dedans. Mmh Ma mh. mère, c'est la plus grande mangeuse de sucre que j'ai connue. Donc, voilà. Mais c'est vrai que Donc, c'est un truc de maman, d'apporter du réconfort avec du sucré. exactement. Mmh mh. Et si ce n'est pas la maman, c'est quelqu'un qui s'occupe de cette personne, de cet Mmh enfant, mh. avec Ouais. amour, Mmh mh. évidemment. Ou Ouais. sinon, elle n'a pas d'amour, elle va se conforter si elle a un vide, parce que Mmh ce n'est mh. pas tous les enfants qui ont de l'amour, quoi, Ouais. Mmh mh. qui vont se conforter aussi en train de se gaver. Mmh mh. Il y a des enfants qui ont été violés. Soit ils vont se gaver, soit ils vont à l'autre extrême. Mmh. Ouais. Déséquilibre complet. Mmh. Ils ne mangent rien du tout, ils vomissent. Vous Ouais. connaissez tout ça. On Mmh. connaît tout ça. Ouais. Donc, Ouais. c'est ce déséquilibre. Pourquoi? Parce que nourriture égale à émotion.
Combien de fois, moi, ici, je n'étais pas enfant ici, quand je vais au Brésil et je vais au marché, les odeurs me font pleurer. Parce que ça me rappelle de ma mère. Ça me rappelle des choses qu'elle préparait pour moi. Quand je vais chez une amie au Brésil, qu'elle me prépare un plat, même si c'est plein de sucre, ça me bascule complètement. Et donc, celle de l'émotion. Et de couper, plus vous étiez lié émotionnellement à la nourriture, ce n'est pas tout le monde qui est lié à ça, plus sera difficile de faire ce changement. Donc, il faut que vous qui êtes obèse, je ne parle pas le mot obèse pour être obésophobe, ok? Je suis santophilique, je veux votre santé. Et donc, la personne qui est en état d'obésité, parce que ça ne veut pas dire qu'elle est en état de, il faut qu'elle sache que le travail peut-être sera très long, mais que ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que vous allez changer toutes les références. Et donc, c'est un renaître. C'est renaître. Et j'ai déjà vécu ça avec pas mal de patients. Ah, Elisa, je vais chez vous parce que vous allez résoudre mon problème. Ne venez pas. C'est vous qui allez résoudre votre problème. Moi, je suis qu'un outil qui va vous pousser, qui va vous critiquer, qui va vous aider, qui va vous faire dans les fesses, qui va dire aïe, 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 aïe. C'est pas grave, on reprend. OK? Parce que nous, les professionnels de santé, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour critiquer. On est là pour accompagner la personne à ce qu'elle pense qui est bien pour elle. Ce n'est pas à nous de décider. Parce que quand vous voyez une personne qui est en état d'obésité, nous, les naturopathes, on dit comment? Ce n'est pas possible qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Parce qu'elle n'a pas la connaissance. Parce qu'elle a la connaissance, mais l'émotionnel n'est pas là. Il faut être... il faut faire l'accueil de ce genre-là et pas donner des leçons de morale, comme je vois dans le réseau social. Ne faites pas ça, faites ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. En plus, c'est pas pour tout le monde. Qui est cette personne pour dire fais ça ou ne fais pas ça? C'est quoi cette vérité que je vois de médecins très connus? Ça, jamais. Ça n'existe pas. Il ne peut pas garantir que demain, par exemple, la cigarette, la fumée de cigarette, un petit peu, il y a un phénomène hormétique qui peut donner une réponse positive du corps. Ça veut dire que les gens doivent fumer? Non. Non. Mais la vérité est que si on pouvait fumer, on va dire, une fois à chaque année, ça serait bien, parce que le corps va avoir une réponse. Le problème, c'est que moi, Elisa, une ex-fumeuse, si je fume 3 paquets, je n'ai pas la capacité. OK? Donc, n'essayez même pas. Ça souligne encore l'aspect individuel. On est tous différents par rapport à ce genre d'addiction qu'on peut avoir ou l'attirance qu'on peut avoir pour certaines choses. Par rapport aux événements, je donne toujours comme exemple la mort d'un chien ou d'un chat. Vous avez un chat, il est décédé. Vous pouvez venir dans mon cabinet et dire « Élise, mon chat, je veux plus vivre, il est mort ». La représentation que vous avez par rapport à cet animal est comme si c'était votre mère, votre père, votre enfant. Il y a une autre personne qui va avoir le même type d'animal, un chat, qui sera mort, elle va venir, j'ai acheté un autre chat. Ah bon? Pourquoi? Ah, parce que l'autre est mort, est décédé. Et c'est comme ça la vie. Il y a des événements que vous dites, et elle fait tout ce truc-là parce que, je ne sais pas, elle est née avec ce doigt-là, sans doigt. Ma mère, elle n'a pas le bras, quoi. Eh oui. Ça, c'est pour montrer la relativité des choses.
Ouais, exactement. Donc, juger, et moi, j'ai un caractère très fort. Je On pense que s'en vous doutait pouvez pas. remarquer. Un caractère très fort, un caractère très, parfois, qui peut même être avant, parce qu'on évolue dans la vie, ok? Un peu tyrannique avec le patient. Aujourd'hui, je suis tout le contraire. Il ne faut pas basculer non plus de l'autre côté. Faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Ce n'est pas ça. Mais c'est de et dire là, le mot clé que je dis à mes élèves. Je vous comprends. Je vous comprends. Ça baisse l'autre. Il dit, ah, ok. Quand je dis je vous comprends, ça ne veut pas dire que je ferai pareil. Ça ne veut pas dire que j'ai la même douleur, mais je vous comprends. En mettant mes pieds dans vos chaussures, avec votre historique, je vous comprends. Et c'est ça, je vous dis tout ça parce que la formation que je propose aux gens, aux professionnels de santé, va beaucoup au-delà de la biochimie, au-delà. C'est tout ce que je suis en train de vous dire. C'est comment affronter, comment s'engager avec un patient. Quelle est la promesse? Il faut faire une promesse au patient. Dire, je vous accompagne. Moi, en tant que patient, je dis, je ne veux pas être accompagnée. Je veux être avec plus de douleur. C'est ça que je veux. Si vous vous engagez pas à ça, je ne veux pas. Si vous n'allez pas participer de pourquoi je suis là, oubliez, ah, je vous accompagne. Mais c'est quoi ça, accompagner? Ça veut dire que si je vais au mur, vous m'accompagnez, je serai au mur. C'est pas ça. Je m'engage avec, je dis à mes élèves et à mes clients ou patients, je dis patient parce qu'un dentiste ne peut pas dire client, je ne peux pas. Okay? Mais je dis à la personne qui est devant moi, il y a 100% pour que vous arriviez à votre objectif. 50%, c'est à vous. Moi, 50. De mes 50, je vais faire 150. Et vous, vous allez faire combien? Parce que parfois, le 50 du patient, il fait 20. Ou il ne fait même pas. Ah ben, je ne peux pas. Et j'ai vraiment, j'ai de clients il y a des états, la théorie transthéorique. Il y a vous là qui m'écoute, que vous êtes peut-être dans une phase qu'on appelle pré-contemplation. Elle est là, qu'elle m'écoute là, avec son petit bidou, en train de fumer une petite cigarette, et elle se dit, chiante cette là. Là, elle me parle rien du tout. La rabat-joie, quoi. Elle me parle rien du tout, celle-là. Elle me saoule là. Elle est en pré-contemplation. Elle ne veut même pas écouter. C'est la personne qui, quand dit mort d'un monsieur qui fumait, elle change la chaîne. Parce qu'elle dit, ça ne me concerne pas. C'est pas pour moi, ça. Donc, elle est en pré-contemplation. Après, elle sera en contemplation. Il y a parmi vous qui se disent, peut-être elle a raison. Elle dit des choses qui ne sont pas connes là. Ça ne veut pas dire qu'elle va changer quoi que ce soit. Mais ça commence à... cigarettes, tout ce que je mange là, la bière de week-end. Et après, il y a celles qui sont dans l'action. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elisa, elle va pas parler la liste là. Je vais noter la liste de tout ce qu'il faut faire. Donc, le problème, c'est que celle qui est dans la liste de tout ce qu'il faut faire, elle va s'étouffer, la pauvre. Parce que c'est pas comme ça. Les choses, il y a une prise de conscience. On va voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qui est prioritaire. Prioritaire, c'est la douleur. C'est prioritaire, la douleur. C'est prioritaire, le manque de sommeil. Vous ne pouvez pas guérir psychiquement ou quoi que ce soit si vous ne dormez pas. Alors, qu'est-ce que c'est dormir aussi? Parce qu'il y a le mamie, et moi j'ai 62 ans et j'appelle l'autre mamie, qui a 80 ans et qu'elle va dormir, on va dire, à 10 heures et elle se réveille à 4 heures.
Ça lui va parfois. Et tout le monde dit, mais il faut que vous dormez, vous dormez, vous dormez. Et donc, elle se sent mal parce qu'elle se... Mais elle se sent bien. OK. C'est pas obligatoire. Biochimie personnalisée. Plus on vieillit, moins on dort. C'est clair. Mais donc, tout est une question de dosage. Et c'est ça qui fait que tout soit aussi complexe. Parce qu'il va falloir du temps pour écouter quelqu'un. Et du temps, c'est de l'argent. Et donc, si la sécurité appelée assurance santé, peut-être on pourrait passer 1 heure avec un patient qui on serait payé à sa juste valeur et il n'y aurait pas autant de fruits malades dans l'arbre. Et là, la sécurité allait payer beaucoup moins. Mais ce n'est pas l'intérêt. Parce que c'est pas la question, c'est pas combien on dépense, parce qu'il faut acheter des médicaments. Quoi. Et là, on rentre dans la vision politique, on rentre dans le problème. On rentre dans le problème des laboratoires, pas que le laboratoire aussi de nutrition qui dit à vous, coenzyme Q10, coenzyme, vous pensez vraiment qu'en allant à une pharmacie et en achetant de la coenzyme Q10, vous ne serez plus fatigué? Arrêtez. 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 Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille avec 0 laboratoire. Je travaille, mais je ne dis pas qui. Pourquoi? Parce que le laboratoire ne va pas, la pilule, pensez même pas. Qu'est-ce que vous avez fait en termes de racines? Qu'est-ce que vous avez travaillé en termes de mode de vie? Qu'est-ce que vous avez fait en termes de nutrition, d'alimentation, d'hydratation? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? En termes d'exercice physique, je viens de vous dire que j'ai une vie sédentaire. Je marche. C'est compliqué. Mais je travaille 9 heures là, comme je suis là en ce moment. Et donc, il va falloir qu'Elisa trouve une solution. Bien sûr, je vais trouver la solution. Je suis en train de trouver. Je suis en train de diminuer la charge journalière. Ah, Elisa, vous avez de la chance. Vous pouvez faire. Oui, je peux faire à 62 ans. Quand même, hein? Ouais. Peut-être, vous là, qui êtes en train de penser qu'est-ce que vous allez faire dans la vie, mettez dans votre projet votre santé. Qui parfois, les gens oublient complètement ça. Ça. Ah, je vais être infirmière. Ouh. Infirmière d'hôpital, 3-8. Elles sont la majorité avec des problèmes de santé. La majorité. Parce que les pauvres infirmières, elles s'occupent des autres, mais pas d'elles. Elles mangent très mal, elles dorment très mal, elles sont hyper stressées. Elles ont parfois des médecins qui sont méchants. Il y a des médecins qui sont géniaux, comme tout le monde, quand on est dans le monde du travail. Il y a des gens qui habitent dans des villes que ce n'est pas possible. Est-ce que vous avez déjà pensé de changer de ville? Parce que j'ai dit des choses que le patient dit, mais elle veut que je change tout. Oui. Pensez, là, vous êtes dans pré-contemplation. Quand je vous dis changer de ville, faites comme ça. Et pourquoi pas? Ça peut être une possibilité. Je sais, ce n'est pas facile. Il y a plusieurs éléments. Ah, mon fils, il étudie dans la ville. Et nous, en tant que femmes ménopausées, où sont nos enfants? Ils sont tous partis. La majorité. Et ceux qui ont 40 ans et ne sont pas partis, il y a un problème là. Donc, ils sont tous partis. On se voit, nous, face à nous-mêmes. Et maman, elle sera appelée, elle sera fête des mères. Bonne fête de mères. Il y a quelques-uns qui vont venir. Il y a aussi parmi nous, parce que je m'inclus là, hein, comme je vous ai dit, hein, j'ai 7 petits-enfants, qui vont rentrer dans la victimisation. Personne m'appelle. Personne m'aime. Mes enfants ne viennent plus. Arrêtez. Arrêtez. Vous avez travaillé pour la vie pour ces enfants. C'était votre choix. Ce n'était pas leur. Maintenant, vous allez trouver des choses à faire. Trouver un travail.
Ah, mais ils ne donnent pas de travail quand on a 50 ans. Écoutez, une personne qui est venue dans un pays à 42 ans, avec 4 enfants, qui ne parlait pas français, qui ne pouvait pas exercer sa profession, que naturopathie était niette, désrespectée, que tout était non, vous ne pouvez pas, non, vous ne pouvez pas. Même pour laver la vaisselle, ils m'ont dit, vous avez fait une formation de plongeuse? Ah bon? Parce qu'ici, vous avez besoin de formation de tout. Devenir ou arriver où je suis arrivée, vous pouvez tous y arriver. Tous, toutes. Vous parlez la langue française. Qu'est-ce que vous avez déjà conquéri dans votre vie? Si vous êtes là, vous avez passé par pas mal de difficultés. Réfléchissez. Utilisez tout ce potentiel pour vous en sortir. Va danser. Trouvez un gars. Vous avez, il y a parmi vous, qui ont déjà là, c'est quoi ça? La carte bancaire. Je parle aux femmes ménopausées. Vous avez la carte bancaire et vous ne tombez pas enceinte. Réfléchissez, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Ça, c'est pour la santé. J'ai dit ça à mes patientes, elles disent, mais n'importe quoi. Mais je ne mens pas. Il y a parmi nous plusieurs qui ont la carte bancaire et qui ne vont pas tomber enceintes. Hein. Ah, ça, c'est hors de question. Hein. Avec un petit peu de précaution, tout va bien. Ah, mais ils ne m'aiment pas. Et alors? Et alors? Vous savez de quoi je parle? Je ne vais pas plus loin quand même. Pour les messieurs, c'est pareil. Hein. Soyez heureux. Arrêtez de donner de la valeur aux choses. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ben, faites-le. Quand? Quand on finit là-haut. Attaquez. Parce que la vie, c'est celle-là. Hein. Ah, il y a une autre vie? Peut-être. Ah, il n'y a pas? Peut-être. Ah, il y a Dieu? Peut-être. Mais ce qui est vrai, c'est moi, aujourd'hui, en train de parler avec vous. Ça, c'est la seule chose qu'on peut. OK? Donc, profitez au maxi. Au maxi. Moi, mais Elisa, vous travaillez énormément. Mais j'aime ce que je fais. J'adore mon travail. Il faut que je sois moins assise. C'est tout. Peut-être faire des formations en train de marcher. Je ne sais pas. Mais si je dis à chaque jour, remercie le monde, le Dieu, la planète, je ne sais pas qui, mais c'est très important. Je dis tous les jours merci, 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 merci. Parce que d'où je viens, avec toutes les souffrances, ma mère est décédée, mon père est décédé, ma chienne a été écrasée, j'ai une autre là maintenant, ça fait un mois. Il y a des choses qui se passent. Et là, vous allez me dire, elle est triste parce que sa chienne est écrasée. Je ne leur raconte pas ma vie, je le sais. Il y en a pire, il y en a moins pire vis-à-vis de mon regard. Mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que ce n'est jamais trop tard. Ce qui est tard, c'est la mort. Là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire après, si on va faire quelque chose. Mais je voudrais quand même laisser cet espoir à tout le monde. Tout est possible. Changer de profession est possible. Recommencer. J'ai des femmes, moi, mes élèves, qui sont en reconversion. Une personne qui travaillait à la banque et qui fait la nutrition fonctionnelle. Excellent. J'ai des élèves qui ont commencé à 70 ans. J'en ai. Je me rappelle de lui, il s'appelle Gilles. J'ai de tout. J'ai de 30 ans, j'ai de 40 ans. Donc, chacun son parcours. Au professionnel, coach sportif, arrêtez de se faire massacrer. Mais pour cela, il faut que vous soyez au niveau. Si vous n'êtes pas au niveau, vous allez être massacré, pas parce que vous êtes coach sportif. Comme moi, je suis naturopathe. Ah, mais elle est naturopathe. Vous voulez discuter avec moi de biochimie? On va discuter. Et là, la personne dit, je
Je ne suis pas parfaite, je n'ai pas toute la connaissance. Il y a plein de choses que je ne connais pas. D'ailleurs, dans ma formation, j'ai fait une partie de ce que je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je ne sais pas comment faire. Parce que tout ça, c'est un échange. Ce sont des professionnels de santé qui ont d'autres choses à me dire aussi. Donc, ce n'est pas la gourou. Je déteste cette position. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup ça, né? Qu'est-ce que vous en pensez de la technique Y? Rien. Je ne connais pas. Je pense rien. Pourquoi? Il faut que je connaisse toutes les techniques, toutes les plantes. Ah, je ne connais pas. Hein. J'en sais rien, moi. Hein. Je n'ai pas la solution pour tout. J'ai mes outils que j'utilise et que je vais partager. Il y en a d'autres qui... Ah, je ne fais pas comme ça. Parfait, vous arrivez à un résultat. Pour moi, ça me va. Hein. La médecine fonctionnelle, elle est aussi une médecine, on appelle evidence-based medicine. Elle est beaucoup de tout ce qui est scientifique, mais aussi dans les évidences. Par exemple, si vous allez prendre un avion et que vous sautez sans parachute, vous n'avez pas besoin de faire un essai de 50 personnes. Vous faites une, elle va mourir. Evidence-based medicine. Si vous savez que toute cette histoire de gluten, c'est une connerie. Tous les patients qu'on enlève et qui ont des sensibilités au gluten, ils améliorent. Vous avez besoin de quoi de plus? OK? Alors, c'est différent de, par exemple, énergétique, que la personne dit, votre énergie n'est pas bonne. Oui, fondée sur quoi? Fondée sur... et là, on n'a pas une argumentation. Mais cette evidence-based medicine a toute une argumentation scientifique pour supporter ça. Donc, tout le monde doit arrêter le gluten? Non. Beaucoup, oui. Parce que le gluten d'avant, ce n'est pas le gluten d'aujourd'hui. Ce n'est pas le même gluten, tout simplement. Comme plein de choses. Hein? Comme plein de choses. Voilà. Merci beaucoup pour ces clarifications. Je pense que on aura compris que c'était quelque chose d'individuel. Il y a des grands principes, mais qu'il faut toujours adapter à la personne, à son histoire, à son vécu, à sa culture, à son éducation. Il y a de l'émotionnel, donc il y a pas mal de choses à aller creuser et que les personnes qui se sentent pas de le faire toutes seules, il ne faut pas hésiter de demander de l'aide, en choisissant bien à qui on la demande, bien sûr. Ça, c'est un problème ici, aussi. Parce que comment vous choisissez votre dentiste? Ça ne tombe pas et ça ne fait pas mal, il est un bon dentiste. Mais il laisse des espaces, ok? Il ne fait pas de prévention. C'est difficile pour... Et c'est pour ça que dans ma formation, j'ai dit à mes élèves, il faut que vous sachiez aussi aiguiller la personne. Comment choisir un bon professionnel? Dans n'importe quel métier de santé. Mais il faut savoir choisir aussi. Parce que parfois, et comme je dis aussi, psychologue. Ah, je suis allée, ça ne marche pas, changez. Ah, elle n'est pas sympathique, changez. Qu'est-ce qui vous empêche? Changez. Vous ne sentez pas bien avec la personne, c'est déjà un frein. C'est clair. Mais il est un médaillon. Tant pis. Tant pis, parce que les médaillons, parfois, ils se perdent là-dedans. Pas tous, mais il y en a ceux qui se perdent. Ils oublient l'être humain. Et ils sont médaillons, quoi. Donc, ils ont leur médaille. Restez avec leur médaille. Peut-être une personne qui n'a pas une médaille va s'intéresser plus à vous. Ça peut arriver aussi. Et pour conclure, je pense que les gens auront compris pourquoi je vous ai invité, parce que moi, ce qui m'inspire, c'est plein d'aspects de votre vie. D'abord, la capacité à rebondir tout le temps et à jamais se décourager. Vous aviez un objectif, vous vouliez y arriver, vous avez trouvé votre mission de vie et puis vous avez donné beaucoup d'énergie pour que ça fonctionne et ça, je trouve ça très beau et merci pour tout ce que vous partagez. Je mettrai le lien de la chaîne YouTube et puis pour tous les professionnels de santé au sens large, donc incluant des gens comme moi qui font de la posturologie, des coachs Tout à sportifs, voir.
ça vaut le coup d'aller jeter un œil à cette chaîne et à ce que vous faites avec l'académie. Moi, j'avais suivi l'immersion sur 3 jours et je me suis régalée. Bon, je suis biochimiste à la Je base. voudrais vous dire que la chaîne, elle n'a pas autant d'informations comme l'académie, parce que vous Mmh. pouvez rentrer dans l'académie gratuitement et il y a beaucoup plus de choses plus organisées. Donc, je Mmh. pense que l'académie, ça serait mieux. Et Je pour ceux qui ne sont pas professionnels de santé, ça vaut même pas la peine de rentrer dans l'académie, parce que c'est trop scientifique, mmh. franchement. Mmh. Rester dans les YouTube de la vie, dans des choses comme ça. Non, Je ne vais pas vous l'académie, saouler non plus. c'est une pépite. Mais moi, j'ai une maîtrise de biochimie. J'aurais juste mon seul regret, c'est de ne pas vous avoir eu vous comme prof de biochimie parce que là, je pense que je me serais encore plus régalée avec ça. Ce que vous arrivez à faire, c'est le lien entre la théorie, ce que vous disiez au départ. Et Ouais, le cycle de l'application. Krebs, moi, j'ai adoré aussi, mais après comprendre comment on l'utilise, dans le corps humain, qu'est-ce que ça fait réellement, quel est le lien avec ma vie de tous les jours, c'était beaucoup plus compliqué. Exactement. Mmh mh. Exactement. Tout est comme ça, d'ailleurs, hein. La biochimie, elle a cette chose qui est très fascinante, mais c'est difficile de faire les interconnexions, de Mmh. comprendre pourquoi j'ai un problème à l'intestin qui va sous le point biochimique, hein. Dire qu'il y a l'axe intestin-cerveau, oui, bon. Et je fais quoi avec ça? OK? Parce que les gens parlent l'axe intestin-cerveau et je fais quoi? Moi, en tant que professionnel de santé, je fais quoi avec cet axe? Dans le dur, avec mon patient devant moi? C'est Mmh ça, mh. c'est ça la question. Moi, en tant que coach sportif, qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est ça la question. Et le travail de professionnel de santé, c'est exactement de faire le lien de la nutrition fonctionnelle avec son métier, Mmh mh. de savoir comment travailler tout ça, comment valoriser et comment trouver des solutions. Ouais. C'est dans ce sens-là. Mmh mh. Donc j'ai une dernière petite question pour vous. Ah, Maintenant que j'ai dit pourquoi vous m'inspiriez, c'est vous, qui est-ce qui vous inspire? alors, il n'y a pas ce qui, en tant que personne, m'inspire. Ah, pourquoi? Parce que vous pensez que vous êtes parfaite. D'ailleurs, en parlant de ça, je dis à tout le monde que moi, je suis parfaite. Parfois, j'essaye la perfection et parfois, j'arrive à faire quelque chose de parfait. Mais c'est très parfois, hein. Mmh mh. Donc, dans tout ce que je fais, c'est parfois. Alors, en parlant de ça, je n'ai pas une personne. Il y a ce médecin, il y a ce philosophe. Non. Tout le monde que je connais dans ma vie, ok, j'essaye de voir qu'est-ce qu'elle peut m'apporter. Mmh Qu'est-ce que je peux apprendre avec cette personne? Et parfois, en prenant le parfois, ça peut être un enfant. Ça peut être une seule phrase de quelqu'un complètement illettré, une question qu'il me pose, je dis, je n'avais jamais pensé à ça. Donc, mh. j'essaye d'être un peu éponge, dans le sens, pas éponge émotionnelle, mais Ouais. dans le sens de regarder chaque être humain et voir qu'est-ce qu'il a de mieux à m'apporter. Parce que même une personne qui est agressive dans la rue, je ressens pour elle un sentiment de, elle a besoin d'aide. Parce que Mmh c'est pas normal. C'est pas normal que l'être humain soit aussi agressif. C'est parce qu'il est mal. Il a un mh. mal-être dans lui. Ouais. C'est pas pour ça que je vais accepter, que je vais l'aider. C'est pas ça. Mais ça peut être même une personne hyper toxique que je vais même essayer de me éloigner. Mais je comprends. Mmh mh. Ouais. C'est dans ce sens-là. Et Ouais. donc, ça m'inspire pas. M'inspiration, elle vient de ça, de tout le monde. En tant que dans la vie, qu'est-ce qui est mon moteur? C'est pouvoir participer, même si c'est un petit peu comme je fais là aujourd'hui, de la vie de gens. Savoir que j'ai la bonne intention, même si j'ai dit des bêtises, même si j'ai fait de fautes de français, que je ne sais pas combien j'avais fait là, même tout ça, il y a dans moi vraiment la bonne intention de pousser quelqu'un vers ce qu'il a besoin.
Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais ça m'inspire à continuer. Parce que quand vous dites, Elisa, je vois votre force et tout ça, et c'est pas tous les jours comme ça. Vous le savez bien, tout le monde le sait. Donc, quand on voit quelqu'un à la télé, quand on voit un idole, quand vous savez que lui il fait caca, lui il fait pipi, lui il a des douleurs, comme nous tous. Comme nous tous. Et donc, je voudrais aussi dire pour ceux qui ont des idoles, des choses, ils aiment. Si vous approchez trop de cette personne, vous allez être déçu. Parce que c'est un être humain. Et nous, les êtres humains, on a notre fierté, on cache des choses, on veut montrer parfois une connaissance qu'on n'a pas, on peut parfois cacher une méconnaissance, et donc on donne beaucoup de lumière à quelque chose qu'on a connu. Ça, c'est humain. Et donc, je sais que dans votre esprit-là, vous êtes en train de analyser, c'est normal. Regardez ce cheveu, regardez son truc. Ah, elle est bien, elle n'est pas bien. Tout le monde va faire un jugement, qui est la vérité, la croyance, la lecture de cette personne qui ne me connaît pas. Comme je regarde là, Cécile, je fais une lecture. Je fais une lecture d'une personne qui est simple, qui est dans la vérité, qui ne veut pas de paillettes. Ça, c'est, peut-être elle veut tout ça, mais elle m'inspire ça. Et donc, il y a, Cécile, dans votre regard, dans votre sourire même, et dans votre... Parce que vous êtes humble, ça se voit, et votre façon de vous habiller, tout ça prend un sens quand on voit Cécile là, que je ne connais pas du tout, je vous assure. Hein, Cécile? On ne se connaît pas. Moi, je vous connais que par le biais de la chaîne YouTube. Exactement. Donc, exactement. Mm -mm. Et moi, même pas par le biais de la chaîne YouTube, parce que chaîne YouTube, on ne peut pas se parler. Ouais. Donc, on peut, mais bon. Mais vous m'inspirez de votre façon de me poser des questions, ça. Et donc, ça, c'est déjà riche. Parce que je vois qu'il y a dans le monde des personnes qui vont faire fructifier ce que j'ai comme valeur. Donc, je prends le bon. Mais peut-être, avec votre mari, vous êtes hyper chiante. Je n'en sais rien. Peut-être. Peut-être, c'est trop médiculeuse, c'est trop... Ou peut-être, comme j'ai pas mal d'élèves qui vont à la table avec leur famille et personne ne leur supporte. Ne mangez pas ça. Ah, vous allez manger ça? Ah non, vous n'allez pas manger ça devant moi. Ce sont des chiantes. Sont devenues des chiantes. Elles ne laissent personne en paix. Attention, ne mélangez pas vie. Imaginez mon mari, le pauvre. Et parfois, je fais. Hein. Parfois, je fais. Là, t'es sûr, là. Il a dit quoi? Non, non, rien. Parce qu'il écoute ça tous les jours. Il sait très bien. Il sait très bien. Et donc, c'est de son quotidien. Donc, je n'ai pas besoin de lui dire A, B ou C. C'est son choix. Mais parfois, pour nous, c'est compliqué. On est toujours dans le regard d'évaluer, Ça fatigue aussi. Hein. C'est une des choses difficiles, je pense, quand on veut vraiment, sincèrement aider les autres, c'est aussi d'arriver à lâcher prise et à dire c'est leur choix. Donc, si à un moment, ils n'ont pas envie que je les aide, il faut que j'accepte de me retirer. J'ai une patiente, ça fait longtemps cette patiente, elle m'a dit, Elisa, parce que mon vrai nom c'est Elisa, et elle parlait très bien mon nom. Vous êtes plus préoccupée avec ma santé que moi. Arrêtez. Elle avait raison. Elle avait raison. Donc aujourd'hui, je dis, je vous informe, après, je ne vais pas rester derrière. Non. Mais il y a des jours que la personne dit, j'avais besoin d'écouter ça. Donc, connaître cette mesure, c'est comme avoir des enfants. On dit des choses qui disent, il ne fallait pas dire ça. Ou, ah, pourquoi je n'ai pas dit ça? Le mot équilibre, c'est un mystère. Né? Qu'est-ce que c'est équilibre? J'en sais rien. Vous dites ça à votre fils.
vous dites la même chose à l'autre fils, oh, les réponses ne sont pas du tout pareilles, quoi. Et vous pensez faire du bien. Et vous faites tout le contraire parfois. Mais ce que je dis à mes enfants, quand je fais une bêtise qui est mal interprétée, quelle était mon intention? Quelle est l'intention du professionnel de santé qui est devant vous? C'est de vous, vraiment, de vous aider ou de vous tirer de l'argent, de vous exploiter? Quelle est l'intention? Parce que même s'il fait de bêtises, s'il y a plein de bonnes intentions, il faut rester avec ce professionnel parce qu'il va évoluer, il va s'intéresser pour vous. Et parfois, on a une personne qui a plein de connaissances, mais pas toutes, personne n'a toutes les connaissances. Elle ne sait pas quel est le problème, mais elle n'est pas capable de dire « je ne sais pas ». Donc, elle va vous faire subir des examens, des machins. Tout simplement, elle ne sait pas. Et elle ne veut pas avouer ça. Et elle ne veut pas, parfois, elle est fatiguée des patients. Elle en a marre. Elle ne veut plus travailler avec ce métier. Combien de médecins sont de cette condition? Ils ont trop donné, ils ont marre. J'ai ça, pourquoi je sais ça? Parce que j'ai des élèves qui sont médecins et j'ai des patients qui sont médecins. Et la première chose que je leur dis est, une fois que vous passez cette porte, vous n'êtes plus médecin. Ils font... Ah, bah tant mieux. Parce que tout le monde attend du médecin de miracle. Il n'y a pas de miracle. Hein. Ils oublient plein de choses. Ils suivent des protocoles parce qu'ils ne se rappellent plus. Les médicaments, ils donnent, c'est fou pourquoi. Parce que ça fait longtemps qu'ils étudient. Ce sont des êtres humains, quoi. C'est comme ça. Et 15 minutes ou 20 minutes pour chaque personne, c'est compliqué quand même. Hein. Je ne sais pas comment ils font. Hein. Bon. Merci beaucoup, Elisa. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et puis avec toutes les personnes qui nous écoutent. C'est à moi de vous remercier de cette opportunité parce que c'est toujours une opportunité de faire des réflexions. Parce qu'à chaque fois que je fais ça, j'apprends beaucoup parce que je réfléchis les choses. Et c'était très bien. Et vous m'excusez hein, pour mes fautes de français, pour mes émotions, pour tout ça. Comme vous dites, c'est l'intention. Voilà. Et si vous avez accès à ma chaîne, pour ceux qui m'écoutent, laissez un mot. Comme ça, je sais qu'est-ce que vous avez pensé, ou peut-être de laisser le mot sur la chaîne de Cécile, que je puisse avoir un peu accès. Avec plaisir. Je referai passer le message dans la description. Je mettrai le lien vers la chaîne YouTube, vers l'Académie Marceau. Merci. Donc, sachant que c'est un peu plus technique sur l'Académie, donc voilà, un mais peu, ça n'empêche pas d'aller voir. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Mais c'est une pépite. Tout à fait. Merci encore pour tout ce que vous faites pour l'humanité en général. Et puis, merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était un vrai plaisir. Merci à vous aussi, Cécile. Bonne continuation et à bientôt. À bientôt.